Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Clovis Nyonzima. Nous sommes mardi 16 décembre 2025. Bonjour et bienvenue, amis fidèles de la RPA, à ce journal dont voici les principaux titres. Les Imbonerakure sont formés militairement pour sécuriser les frontières avec le Rwanda au détriment de la population qui doit les nourrir. À Muyinga, ceux qui refusent cette contribution se voient privés de certains services, dénonçant une atteinte à leurs droits. La FCM 23 assure qu'aucun groupe armé hostile ne pourra utiliser ces zones en RDC pour nuire au Burundi. Elle réaffirme son engagement en faveur de la stabilité régionale et du maintien de bonnes relations avec le Burundi. Et la CPI assure que ses enquêtes sur les crimes commis au Burundi entre 2015 et 2017 progressent bien grâce aux informations déjà disponibles. Malgré le retrait du Burundi des statuts de Rome, la Cour dispose de mécanismes pour protéger ses collaborateurs sur le terrain et à l'étranger. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Une jeune fille connue sous le nom de Nyongu Renilde, originaire de la commune de Matongo dans la province de Butanyerera, a été retrouvée morte samedi matin. Des personnes qui ont découvert son corps dans un champ de maïs ont indiqué que certains signes sur son corps montraient qu'elle avait été violée avant d'être tuée. Des informations en provenance de Matongo révèlent que la victime aurait été tuée par des individus qui avaient passé la journée avec elle vendredi. Certains habitants de Matongo signalent que depuis l'assassinat de la victime, personne n'a plus revu ces individus qui étaient là avec elle. Toujours en page sécurité, les Imbonerakure continuent d'être militairement formés pour aller renforcer la sécurité des frontières avec le Rwanda, au grand désarroi de la population qui se voit contrainte de nourrir cette milice du parti au pouvoir. Le cas le plus illustratif est celui de la commune Muyinga située en province de Buhumuza, où ceux qui s'y soustraient se voient refuser certains services administratifs, ce qu'ils qualifient d'atteinte à leurs droits. Josiane Muzaneza nous en dit plus. On les entraîne avant de les envoyer sur les frontières à Kirundo et dans d'autres localités. Le lieu qui abrite ces entraînements paramilitaires se trouve à Gouya, une localité située à peu près 2 kilomètres de Gashoho. Selon nos sources, ces exercices se font même en plein jour. Cet habitant de Gashoho raconte. Les instructeurs sont des démobilisés du CNDD-FDD. Même de simples paysans ayant été formés au maniement des armes à feu jouent parfois le rôle d'instructeurs. Non seulement ces Imbonerakure sont envoyés dans des missions suicidaires, mais aucune logistique n'a été pensée pour cette cause. En effet, pour éviter qu'ils ne meurent de faim tout le long de ces formations, la population est forcée à les nourrir. Nos sources à Muyinga font savoir que le citoyen ordinaire fournit le haricot, tandis que les commerçants ont été sommés de fournir le riz. À défaut de cela, tout récalcitrant se voit stigmatisé. Les administratifs à la base ont été sommés de collecter ces vivres. Ils ont reçu l'ordre de ne forcer personne, mais de s'assurer que toute personne qui ne s'en acquitte pas n'ait accès à certains services. Même si vous vous faites tabasser, aucune autorité n'intervient sous prétexte que vous avez défié l'autorité. Faisant déjà face à une précarité sans nom, les habitants de Muyinga demandent que cette persécution cesse, surtout qu'ils ont eux aussi du mal à joindre les deux bouts du mois. Merci à toi, Josiane Muzaneza. Des contrôles sécuritaires renforcés ciblant les voyageurs soupçonnés de venir du Rwanda sont signalés dans plusieurs provinces du Nord et du Nord-Est
du Burundi. Officiellement motivées par des impératifs de sécurité, ces mesures sont toutefois dénoncées sur le terrain par des passagers qui évoquent des tracasseries et des cas d'extorsion. Reportage signé Danny Claire, Ilatkoumva. Les contrôles des voyageurs soupçonnés de venir du Rwanda ont été renforcés ces derniers jours dans plusieurs régions du pays. Cette situation intervient après l'arrivée d'éléments du mouvement armé M23 de l'Est de la République démocratique du Congo dans la ville d'Uvira. Au point de contrôle d'Orambari, à l'entrée de la ville d'Ongodi à Gasenyi dans la commune de Muyinga ainsi que de Rurata dans la commune de Kirundo, les passagers des véhicules de transport en commun sont systématiquement sommés de descendre. Les voyageurs, en particulier ceux qui empruntent les quasters et les véhicules de type Probox, doivent présenter leurs pièces d'identité et faire fouiller l'ensemble de leurs bagages. Toute personne soupçonnée de venir du Rwanda ou des zones frontalières est longuement interrogée sur son itinéraire. Plusieurs passagers dénoncent des atteintes prolongées, des fouilles abusives et des actes d'intimidation. Certains affirment avoir été contraints de verser des sommes allant de 10 000 à 20 000 francs burundais sous prétexte qu'ils étaient suspectés afin de pouvoir poursuivre leur trajet. De leur côté, les autorités administratives expliquent que ces contrôles visent à renforcer la sécurité et à empêcher l'infiltration de personnes mal intentionnées susceptibles de troubler l'ordre public. Je vous le disais en titre, l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, réaffirme sa volonté de contribuer à la stabilité régionale et de préserver de bonnes relations de voisinage avec le Burundi. Dans sa déclaration rendue publique ce 15 décembre, il assure qu'aucun groupe armé hostile au Burundi ne sera autorisé à utiliser les zones qu'elle contrôle en République démocratique du Congo comme base pour mener des actions nuisibles. Par ailleurs, dans le cadre du processus de paix de Doha, la FCM23 annonce son retrait unilatéral de la ville d'Uvira à l'est de la RDC. Le contenu de ce communiqué avec David Claude Bananayo. Dans ce communiqué, le M23 indique qu'il souhaite faire référence au processus de paix d'Odora dans le cadre duquel des projets significatifs ont récemment été réalisés, y compris la signature de l'accord cadre d'Odora du 15 novembre 2025. Le M23 informe qu'à la lumière de ces avancées et malgré les provocations et abus continus des FARDC et de ses alliés, l'Alliance Fleuve Congo a décidé d'engager une mesure unilatérale de renforcement de la confiance afin de donner au processus de paix d'Odora toutes les chances de réussir en apportant des solutions durables au conflit. En effet, le M23 informe qu'il se retirera unilatéralement de la ville d'Uvira comme demandé par la médiation des États-Unis. Sur la base d'expériences passées où les FARDC, les Wazalendo et leurs alliés ont profité des mesures de confiance prises par la FCM23 pour reprendre le contrôle de territoires perdus et cibler les populations perçues comme favorables à l'alliance FCM23, il appelle les garants du processus de paix à mettre en place des mesures adéquates pour la gestion de la ville, notamment sa démilitarisation, la protection de la population et des infrastructures, ainsi que le contrôle du cessez-le-feu par le déploiement d'une force neutre. Concernant les groupes armés hostiles au gouvernement du Burundi, encore actifs en République démocratique du Congo, l'AFC M23 réaffirme qu'il ne permettra pas que ces groupes utilisent des zones libérées comme base arrière pour des actes hostiles, suspicion de nuire aux relations de beau voisinage entre les deux pays. David Claude Bananayo, la sécurité pourrait gravement se détériorer entre Gitega et Kigali si les miliciens du mouvement FDLR, génocidaire des Tutsis au Rwanda, qui ont fui le M23 à partir de la RDC, seraient installés près de la frontière burundo-rwandaise. Inquiétude soulevée par l'ancien vice-président Frédéric Bamvuginyumvila. C'est au moment où la Convention internationale du HCR stipule que les réfugiés doivent être installés à au moins 150 km de la frontière du pays d'origine. Suivez plutôt Frédéric Bamvuginyumvila. Burya muri mwene ibi bihe iyo abantu bahunze igihugu cabo. En réalité, dans de telles situations où les gens fuient leur pays, il y en a ceux qui s'exilent en tant que civils, en tant que militaires ou policiers, ou encore en tant que groupe armé. Une fois alors franchi la frontière, tu dois être désarmé et dépourvu de tout autre objet militaire pour être considéré comme un simple citoyen, puis placé dans le camp de réfugiés comme les autres. Les conventions internationales du HCR que le Burundi a ratifiées stipulent qu'une fois entré dans le pays
pays d'exil, tu dois être installé à au moins 150 km de la frontière d'entrée. Ainsi, le Rwanda s'inquiète d'autant plus qu'il y a des gens ennemis qui se trouvent dans un pays voisin et des gens qui pourraient lui attaquer. Il s'agit alors d'une inquiétude bien fondée. Le Rwanda, à cet effet, ne pourrait pas croiser les bras alors que ces gens peuvent traverser les forêts pour atteindre le Rwanda. En conséquence, les deux pays augmentent les effectifs militaires sur les frontières afin de limiter les dégâts. Dans le même volet, Maître Bernard Mengue, avocat en charge de plusieurs dossiers dans la région de Grand Lac, et notamment le dossier pendant à la CPI pour les victimes burundaises de 2015, il n'y a rien d'étonnant que Gitega entretient de bonnes relations avec les mouvements criminels de la région. Pour motif, Gitega et ses mouvements partagent la même idéologie divisionniste et de la haine. Suivez plutôt Maître Bernard Mengue. Rappelez-vous qu'en 2015, ceux-là même qui dirigeaient le pays étaient dans une logique visant à stigmatiser les Tutsis, visant à stigmatiser les communautés Tutsis à l'étranger, que ces gens ont toujours soutenu les discours de haine et ont toujours soutenu les mouvements de la haine dans la région. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui prennent des responsabilités dans la crise actuelle. Je ne trouve pas anormal, dans un contexte pareil, qu'un gouvernement qui a jusqu'à présent échappé à l'intervention et à l'action de juridiction de qualité visant à qualifier les événements et à qualifier les auteurs des comportements criminels, je ne trouve pas anormal que ce gouvernement tente de survivre en invitant sur cette terre des personnes qui participent à l'idéologie de la haine, au refus du vivre ensemble. Et c'est pour cela que la crise actuelle ne peut qu'inquiéter les partisans de l'état de droit que nous sommes. Et quand je parle de la crise, c'est évidemment la crise au Burundi. Parlons justice à présent. La Cour pénale internationale tranquillise. Les enquêtes sur les crimes commis au Burundi de 2015 à 2017 sont satisfaisantes et vont bon trait. Déclaration du procureur adjoint en charge du dossier du Burundi à la CPI lors d'une conférence publique tenue ce mardi à l'endroit des victimes, des journalistes et des organisations de défense des droits de l'homme au Burundi. Le procureur Mamé Mandiane Nyang affirme que les informations déjà à la disposition de la Cour sont importantes pour que celle-ci avance dans ses enquêtes. Je peux vous dire que nos enquêtes avancent. Toutes les informations que vous-même, d'autres victimes, ont mis à notre disposition, nos missions à travers la diaspora, que ce soit dans la région des Grands Lacs, que ce soit ailleurs, les informations recueillies sont des informations qui ont été utiles. Et oui, je peux vous dire aujourd'hui que, effectivement, nous avons accumulé des informations suffisamment importantes pour avancer dans nos enquêtes. Bien que la Cour pénale internationale ne dispose pas pour le moment des moyens pour protéger ses collaborateurs se trouvant sur le territoire burundais, étant donné le retrait du Burundi des statuts de Rome, le procureur Nyang précise que la Cour a des mécanismes pour ne pas les mettre en danger, y compris ses résidents hors du Burundi. Par notre mandat, et nous n'avons pas la capacité de protéger des personnes dans le territoire du Burundi. Par contre, notre mandat, de veiller à ce que les personnes qui doivent ou qui peuvent coopérer avec nous ne voient pas leur situation compromise davantage par le fait qu'elles coopèrent avec nous. Mieux vaut renoncer à cette preuve plutôt que de les exposer à un danger additionnel auquel elles sont déjà exposées et contre lequel on ne peut pas les protéger. Mais nous avons toute une série de mécanismes qui font que, par notre intervention ou avec la collaboration de ces personnes, nous prenons suffisamment de précautions pour que cette coopération ne les mette pas davantage en danger. Même pour les personnes en dehors du Burundi, nous prenons également les précautions. Et quand c'est possible, nous coopérons avec l'État d'accueil. Page sportive pour terminer notre journal. Le groupe B de la CAN 2025 qui démarre le 21 de ce mois au Maroc est composé de l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. L'Égypte est favorite du groupe pour atteindre le second tour. Ce pays le plus titré d'Afrique avec 7 trophées est non seulement favori pour son groupe, mais également pour cette CAN 2025. Les détails sur l'historique de ces pays avec notre confrère Désiré
Atungimana. L'équipe de football d'Égypte appelée les Pharaons, qui se trouve dans le groupe B, est le pays africain le plus titré avec 7 trophées et 3 remportés successivement en 2006, 2008 et en 2010. Depuis l'an 2010, l'Égypte n'a plus gagné la CAN, une disette qui commence à inquiéter les Égyptiens. Pendant ces 15 ans de disette, les Pharaons ont tâté la finale à 2 reprises en 2017 et en 2021. Cette année, la plupart des Égyptiens espèrent voir leur star, Mohamed Salah, soulever le trophée, surtout que cette Coupe d'Afrique des Nations peut être la dernière pour ce joueur de Liverpool, actuellement en difficulté avec son club. À part Mo Salah, l'Égypte va compter sur Omar Marmouche de Manchester City ainsi que le gardien Mohamed Chenaoui, mais également sur les joueurs locaux évoluant en grande partie à Al-Ahli et Pyramide. L'Afrique du Sud, les Bafana Bafana est un autre pays favori pour le deuxième tour de ce groupe. Les Bafana Bafana ont même la possibilité d'aller le plus loin possible dans cette compétition, surtout que lors de la précédente édition, les Bafana Bafana ont terminé à la 3e place. Cette équipe sud-africaine est une formation avec de beaux joueurs qui évoluent pour la plupart à domicile, surtout dans le club de Mamelodi Sundowns. L'Afrique du Sud a déjà gagné une seule fois la CAN en 1996 à domicile. L'Angola, les Palancas Negras, est une équipe qui peut jouer les troubles faites dans ce groupe. C'est un pays habitué à jouer cette compétition. Les Palancas Negras ont participé à la CAN à 10 reprises et ont atteint les quarts de finale 3 fois, une étape de la compétition qu'ils n'ont jamais dépassée. La plupart des joueurs évoluent chez eux, mais il y a des joueurs qui jouent en Europe qu'il faut suivre de près, comme Clinton Mata de Lyon en France, Rui Modesto du Dinese en Italie et David Carmo du Real Oviedo en Espagne. Le Zimbabwe, les Warriors ou les Guerriers vont participer pour la 6e fois à la CAN, mais chaque fois, ils ont été éliminés au premier tour. Cette année aussi, le Zimbabwe a peu de chances de se qualifier pour le second tour. La sélection zimbabwéenne est composée en grande partie par des joueurs qui évoluent en Afrique du Sud et à domicile, ce qui fait de ce pays le petit poussé de ce groupe B. Merci à toi, Désiré Hatungimana. Et c'est sur cette page sportive que nous clôturons le journal en français de ce mardi, 16 décembre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.